Bonjour à tous et bienvenue au premier épisode du podcast Insider Talks. Ce podcast vous est proposé par T-Valley Partners. Nous sommes une société de conseil financier spécialisée dans la transition énergétique. Nous proposons à nos clients un accompagnement en matière de fusion-acquisition, de financement et de stratégie d'entreprise. L'idée de ce podcast, Insider Talks, c'est d'inviter des professionnels inspirants, couvrant toute la chaîne de valeur de la transition énergétique et des énergies renouvelables et de leur financement. Aujourd'hui, nous accueillons une première invitée de qualité car nous recevons Pascale Courcelles, directrice de financement de l'immobilier et de l'énergie environnement chez BPI France. Pascale, merci d'avoir accepté notre invitation. En préparant cet entretien, j'ai essayé de trouver un peu des informations sur votre parcours et je n'ai pas trouvé grand-chose et j'ai trouvé surtout que vous étiez un pur produit de la maison BPI. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter à nos auditeurs et est-ce que c'est habituel pour les postes clés de BPI de venir de la maison ? Est-ce que ça a été difficile d'en arriver là ? Bonjour Malena. Oui, je suis un pur produit. En fait, je suis directrice du financement de l'immobilier, de l'énergie environnement depuis 2017. Et j'ai fait toute ma carrière chez BPI France. J'ai commencé chargée d'affaires entreprise en province. Et c'est là que finalement, j'ai eu presque une passion pour l'entrepreneuriat et envie de les servir. Rapidement, je suis passée à la direction des risques. Et puis après, je me suis spécialisée sur le financement de l'immobilier. Donc, ça fait maintenant 25 ans que j'exerce cette filière et j'ai complété, on m'a proposé aussi de travailler sur le financement des projets en énergie environnement. Et toute cette matière, en fait, j'aime l'explorer ensemble, voilà, les mélanger. Et ça me permet de servir finalement ce que je trouve passionnant, c'est le financement des projets en énergie renouvelable, l'efficacité énergétique des bâtiments, l'industrialisation en France, le verdissement de l'industrie et la mise en transition des entreprises. Et alors, est-ce que c'est habituel d'avoir un parcours 100% chez BPI ? Finalement, oui, un peu. Pour beaucoup de monde, par exemple, nos 2 derniers, même 3 derniers directeurs généraux exécutifs du financement et du réseau ont commencé leur carrière en étant chargés d'affaires aussi chez BPI France. Donc il y a un ADN BPI qui est de servir les entreprises. Qui correspond à ça finalement. Et on peut s'installer dans un poste, on peut avoir des convictions parce qu'on aime l'entreprise, on aime la matière que l'on travaille et on a une bienveillance finalement du management pour nous laisser mettre en œuvre les convictions que l'on a. Et donc c'est cette chance que j'ai eue aussi, mais c'est pas sans travail. Hein. Et voilà, il a fallu démontrer la nécessité des propositions que j'avais à faire. D'accord. Donc l'idée de ce podcast Insider Talk, c'est de s'adresser en même temps à des professionnels de la transition énergétique, mais aussi à des très jeunes professionnels, voire à des étudiants qui voudraient rejoindre le secteur. Donc, directrice du financement de l'immobilier et de l'énergie environnement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire, ce titre déjà, et puis quel est concrètement votre métier au quotidien ? Alors, au quotidien, mon métier est très multiple. En fait, je dois finalement un peu définir les lignes directrices des filières que je porte. Quelles sont les convictions, les feuilles de route, bâtir des boîtes à outils, participer au comité, faire de la veille, faire de l'origination de dette, en tout cas construire avec des équipes, animer des équipes en région. Et grâce à la vision 360 de l'équipe de financement structuré que j'anime, aider à originer des dettes et aussi à piloter les encours. Donc finalement, c'est un 360 entre l'immobilier et le renouvelable. Et aujourd'hui, on voit tout à fait la logique, puisque les deux se marient extrêmement bien, puisque l'immeuble devient un support principal, je dirais, avec l'efficacité énergétique de nombreuses installations solaires. Donc voilà, donc tout ça, ça s'exprime ensuite par une présence au comité, puisqu'on a besoin d'avoir une vision homogène des produits de financement que nous délivrons et de donner aussi une lecture au marché vis-à-vis de nos clients et des partenaires bancaires. Alors on a un rythme de comité qui est de 2 par semaine, qui est très réactif. On aime à être dans une promesse d'exécution vis-à-vis de nos clients. Et moi, ce qui m'importe, c'est de ne pas m'éloigner non plus de ce marché opérationnel, parce que si on s'en éloigne trop, on ne comprend plus ce qui se passe. Alors, on est dans une accélération aujourd'hui de ce marché. Tout va extrêmement vite, tout se déstructure, se rebâtit. Et pour moi, il est absolument indispensable que je garde des contacts avec des clients. J'ai des entretiens, j'ai des visites. Je m'intéresse aussi aux projets, même si je délègue effectivement tout ceci à des équipes spécialisées. C'est absolument important d'être au cœur du métier.
D'accord, donc au quotidien, vous jonglez un peu entre cette vision très high level et une vision très terrain, très proche des dossiers. Donc si on parle de BPI maintenant, on a l'impression que c'est une organisation un peu unique en Europe, peut-être parce que vous êtes un guichet unique quelque part qui centralise des services de soutien aux entreprises et à l'innovation qui ailleurs peuvent être dispersés entre plusieurs organisations. Donc c'est quoi la mission et la vision de la BPI et pourquoi cette centralisation en France de tous ces services-là ? BPI, c'est une banque publique. On vient de fêter nos 10 ans. Elle est issue de nombreux regroupements de sociétés dont on a oublié le nom, l'Anvars, Sofaris, Oseo, le FSI Région, c'était l'investissement. Donc notre mission, nous, c'est d'être vraiment ancré dans les territoires. Une des valeurs de BPI, c'est aussi la proximité, la simplicité. La mission, c'est de servir l'avenir. Ça, c'est le slogan vraiment phare de BPI et qui compte énormément pour toutes les équipes. On exerce finalement dans de nombreux métiers, donc le financement de l'investissement en fonds propres, le financement de l'innovation, l'export, la garantie pour les prêts bancaires et aussi plus récemment toute la partie conseil, accompagnement de nos entreprises. Donc on a vraiment une vision très centrée client, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir le panorama le plus important possible pour le servir et d'être vraiment aussi un acteur de confiance. Donc on a une large gamme de moyens d'intervention et nous sommes finalement un outil de l'État au service des entreprises. Notre position d'ailleurs dans le financement des ENR, elle part aussi des territoires et on s'est construit en même temps que la filière s'est développée. Donc on a essayé d'ajuster au fil de l'eau nos produits de financement, nos méthodologies, nos structurations de dette et ce qui nous permet aujourd'hui d'être présents en France et d'ailleurs en Europe aussi pour suivre nos clients français. Et donc vous êtes d'accord quant au fait que BPI est un acteur unique en Europe ou vous considérez qu'il y a des contreparties dans d'autres pays qui peuvent remplir à peu près les mêmes rôles ? Je pense que dans cette complétude finalement d'offres, de gamme, on est vraiment unique en Europe. Donc maintenant, si on parle un peu du marché, chez Tevali, on a pris part à des opérations en France évidemment, mais aussi ailleurs en Europe, de l'Espagne à la Serbie, en passant vers la Belgique. On a fait pas mal de choses. Et on a pu constater que le marché français des corporate PPA est un peu en retard par rapport à ses voisins européens. On pense à l'Espagne où le sujet est plutôt celui de la capacité d'absorption du réseau avec des tarifs qui sont très bas, qui peuvent tourner aux alentours d'une 30aine d'euros. Donc comment est-ce que vous expliquez ce retard français ? Alors, je ne sais pas si c'est un retard, parce qu'en fait, la France, quand même, a instauré des mécanismes de soutien sous forme de tarifs subventionnés, guichets ouverts ou appels d'offres compétitifs. Donc, finalement, elle a instauré des mécanismes pour servir une ambition et une programmation pluriannuelle de l'énergie. Ces mécanismes permettent aux développeurs, aux producteurs, aux investisseurs et aux prêteurs, finalement, d'avoir un tarif sécurisé grâce au contrat d'achat EDF, qui a été de 15 ou 20 ans. Ainsi, on a pu développer un modèle de financement de projet très sécurisé pour tous, puisqu'on considère que ce tarif d'achat, c'est une garantie de tarif par l'État. Et donc, du point de vue des développeurs, ils n'ont pas été incités non plus à signer des PPA dès lors que ce mécanisme de soutien assure la rentabilité des projets. Les structurations des dettes, d'ailleurs, elles auraient été moins optimisantes en termes de DSR et de gearing, quand il aurait fallu aller avec moins de sécurité sur un acheteur privé. Et puis, il faut voir qu'en France, le financement de projet est très organisé, très structurant et très optimisé. Donc, il y a finalement une compétition. C'est très compétitif pour un développeur d'aller financer avec cette sécurité de tarif, même si depuis quelques mois, on a un problème d'inflation et une hausse des taux. Mais ça reste quand même des financements très compétitifs. D'ailleurs, certaines banques ne sont plus sur le marché français. Il n'est pas assez rentable. Voilà. Donc, avec une telle sécurité de tarifs, on peut se demander pourquoi les producteurs seraient allés vers du PPA. Mais si on revient en arrière, les corporate PPA, on les a initiés déjà il y a presque 10 ans en France. On a des grosses centrales de biomasse, des centrales de cogénération qui produisent de la vapeur, de la chaleur au profit de gros industriels et qui complètent avec de l'électricité injectée. Et donc là, on a déjà des schémas, finalement, alors peut-être moins long terme, qui étaient de 15-17 ans, où on a des acheteurs industriels privés. Et donc ça, c'est bien du corporate PPA. Voilà. Donc en termes de banques, certains spécialistes qui étaient finalement des sociétés de Sofergie, spécialisées dans le financement de l'énergie, avec quelques avantages fiscaux à une époque, dont BPI France faisait partie, on s'est déjà exercé finalement à ce CPPA. Après, le CPPA, il est arrivé
en fin de contrat d'achat. Là où il n'y a plus de service de la dette à assurer, il n'y a plus de risque de défaillance. Donc voilà, on a commencé à avoir en France, il y a quelques années, des corporate PPA sur des durées 3 à 5 ans. Voilà. Et puis maintenant, on voit des grands acteurs, investment grade, qui se lancent aussi dans cet approvisionnement d'énergie verte. C'est clair qu'en France, on est déjà très décarboné. Mais voilà, je pense que par conviction, il est nécessaire aussi pour un grand nombre d'avoir de l'énergie verte, voilà, encore plus décarbonée. Et donc voilà, dans ce schéma-là, petit à petit, ça irradie et je pense que voilà, du point de vue acheteur, voilà, on va avoir aussi cette envie de passer par ces énergies vertes. Toujours sur le sujet de CPPA, vous avez lancé récemment avec BPI un fonds de garantie visant à encourager la conclusion de contrats de long terme d'approvisionnement. Dans quel contexte est-ce que ce dispositif est né ? On en parlait juste avant, vous me disiez qu'il y a eu un vrai défi de définition conceptuelle de ce fonds, car c'était un dispositif absolument novateur. Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? C'était quoi les coulisses de la mise en place de ce fonds de garantie ? Alors finalement, cette réflexion a démarré en 2021. L'État a mené une réflexion pilotée par la DGE de pouvoir finalement accompagner le développement du renouvelable au-delà du mécanisme de subvention et de flécher ces énergies vers des acheteurs industriels. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, on avait finalement un LCO, enfin un prix de revient des constructions qui ne cessait de baisser. Et donc, on pouvait considérer que la compétitivité était extrêmement forte et qu'on se rapprochait rapidement du tarif à Rennes. Et donc, on avait cette capacité à finalement désubventionner. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu un groupe de travail de mener et puis un rapport émis. Et donc, ça a préfiguré un peu le fond. Et quand ce rapport est sorti, printemps 2022, eh bien, le monde à ce moment-là a changé. Et la crise énergétique est arrivée. Et on s'est rendu compte qu'on avait un problème de souveraineté, un problème d'approvisionnement, un problème donc, du coût de prix. Et donc, il y a une encore plus grande légitimité à pouvoir assurer finalement à des acheteurs privés à la fois une énergie produite en France, verte, qui décarbone et à un prix finalement sécurisé. Donc voilà, donc ça c'est un peu la genèse de la création du fonds. Et donc le principal était de sécuriser le prix. Et ça a été difficile du coup à mettre en place. Alors, ça a été difficile parce qu'on est parti d'une feuille blanche. En Europe, 2 pays ont créé des mécanismes un peu similaires, mais ils ont pris un prisme plutôt assurantiel. Or, là, quand l'État a décidé de confier à BPI France, donc à une banque, cette activité, eh bien, les banques, il faut savoir, on est régulé par la BCE. Et donc, ça nous contraint énormément sur la définition des activités que l'on propose. Donc, on a dû un peu changer l'objet social de BPI France. Expressément pour ce fonds, du coup. Exactement, à la marge, un tout petit peu. On a dû donner une définition juridique très précise. Et d'ailleurs, je précise aussi que ce n'est pas une aide d'État, ce qui expliquera le pourcentage de couverture. On a dû aussi regarder les normes prudentielles d'engagement dans nos bilans, regarder le schéma comptable et fiscal. Donc ça a été assez contraint parce que nous étions une banque et que le BPI l'avait confié à une banque. Donc tout ça. Après, on a été dans l'opérationnalité de bâtir un produit finalement qui allait aussi être en résonance avec le marché. Donc on a fait pendant cette période-là des tests de marché avec des producteurs, avec des acheteurs, avec des prêteurs, pour finalement être sûr que ça allait adhérer aux besoins de tous. Voilà. Donc ça a été complexe, mais assez passionnant. Voilà. Mais voilà, le confier à une banque, ça nécessite de rester dans un cadre très contraint. Et donc, pas une aide d'État, ça veut dire pas de besoin de validation par la Commission européenne ? Pas besoin de notifier à la Commission européenne, donc un délai finalement qui était à notre main, un délai très court. Certains ont pu considérer que ça faisait longtemps que l'État nous avait mis cette mission. Je rappelle que ça fait toujours moins d'1 an, puisque c'était le 10 novembre. Mais voilà, on voulait sortir très rapidement ce projet avec des cadres contractuels, 3 cadres contractuels d'architecture pour un bénéfice assez large, finalement. Donc ça fait moins d'1 an, mais maintenant ce fonds est opérationnel. Est-ce que, avant de passer aux questions de mise en place, est-ce que vous pourriez nous décrire ce fonds ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Alors, on a décidé que ce soit une garantie au profit des producteurs. BPI France est déjà un gestionnaire de garanties multiples de crédits bancaires. Si nous avions décidé de donner le bénéfice de cette garantie à des banquiers,
En cas de défaillance de l'acheteur, ils auraient exercé cette garantie et ça aurait mis la société en cas de défaut. Donc, nous avons décidé de donner cette garantie au bénéfice du producteur. Donc, c'est le bénéficiaire. Ensuite, ça s'adresse à des acheteurs industriels. Donc, ça, c'est une demande de l'État. Et l'industriel, c'est quoi ? Ce sont les nomenclatures manufacturières ou extractives. Donc, ça, c'est des classes B et C. Chacun retrouvera ce que ça veut dire. Voilà, tout ça, c'est tout à fait public. On vous donne des devoirs à nos auditeurs. Exactement. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va garantir la défaillance des acheteurs industriels. On va couvrir à 80% le prix du PPA. Et on peut aller jusqu'à 25 ans au maximum, enfin en tout cas pas plus long que la durée du contrat, mais le contrat du PPA peut être de 25 ans. La défaillance, elle va être liée à plusieurs impayés. Elle va se matérialiser par la notification du producteur de la résiliation du corporate PPA. Et à ce moment-là, le fonds qui est saisi va se substituer finalement à l'acheteur si le marché n'est pas là pour compenser ce prix. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est garantir la défaillance d'un acheteur industriel. Ça se matérialise par une analyse du risque de défaillance des entreprises. Ça, chez BPI, on sait le faire parce qu'on gère énormément de fonds, donc on a l'habitude de ce risque de défaillance en fonction d'une notation Banque de France. Mais il fallait aussi analyser finalement le risque du marché du prix de l'électricité au moment même où l'acheteur va être défaillant. Donc, c'était une combinaison un peu complexe. Alors, pour cela, on a modélisé dans un moteur de calcul très complexe, en tout cas notre direction financière, des paramètres de garantie propres au projet, le type de centrale, la durée du contrat, le prix du PPA, le profil de volume annuel un. Et on a ajouté la notation Banque de France et des courbes de prix de l'électricité. Ainsi, chaque projet, chaque acheteur a vraiment un tarif sur mesure qui est lié à son propre projet. Mais une fois que le tarif est fait, il est fait pour toujours et pour toute la durée du contrat. Donc, si la contrepartie change de notation en cours de route, on ne va pas revenir sur notre décision de risque. Et pour pouvoir donc servir une garantie de 80% du prix de PPA, si le marché spot ne le sert pas, il faut pouvoir connaître aussi les prix filières. Donc c'est pour ça qu'on s'est centré sur les filières solaires et éoliennes qui publient ce qu'on appelle des M0, des prix moyens filières. Et donc, nous, on a pu bâtir aussi des projections de prix. Et donc, c'est pour ça qu'on a fléché sur quand même ce qui représente 80 ou 85% du renouvelable en France, le solaire et l'éolien. Voilà les grandes lignes directrices de ce fonds de garantie. D'accord. Et donc, vous parlez d'une notation des contreparties qui permet d'établir un tarif. Et ce tarif, est-ce qu'il y a déjà une transparence sur la façon dont cette notation est effectuée ? Et est-ce qu'il y a une marge de négociation ou est-ce que BPI dit, d'accord, alors vous, cette contrepartie, le tarif va être tant ? Alors, il faut comprendre qu'il n'y a pas effectivement de marge de négociation. Pourquoi ? Parce que quand on fait un fonds, il y a une notion de mutualisation des risques. Donc, on a une étude très technique et vraiment actuarielle qui n'est pas du tout dans mon marché, mais qui a été faite par notre direction financière et qui modélise donc des schémas de risque. Et donc, les risques de la défaillance sur du long terme, couplés au risque du prix de l'électricité. Donc, non, on ne va pas pouvoir faire une négociation. Mais il y a des options sur la garantie, des options qui viserait à... Alors, c'est un peu technique, à prévoir un délai de carence pendant lequel on n'indemniserait pas, parce qu'aujourd'hui, la contrepartie est très belle et donc on n'a pas besoin de la garantie immédiatement, mais elle sera nécessaire ensuite. Voilà, on a quelques options qui viennent abaisser un peu les prix, mais il n'y a proprement pas de possibilité, effectivement, de négocier, parce que ça s'inscrit dans une nécessité d'avoir un fonds robuste, ça c'est très important, et que chaque partie prenante au financement de projets soit sécurisée sur le fait que BPI sera présent et pourra indemniser quand il le faudra. D'accord. Et donc sur la question de la mise en œuvre, là on enregistre en octobre, ça fait quelques jours que l'on a lu dans la presse qu'un premier contrat a été couvert par votre fonds. Déjà bravo. C'est un CPPA de 20 ans qui a été signé entre Arcolia Énergie et le groupe Bonduelle. Est-ce que vous pouvez nous parler donc de la mise en œuvre du dispositif ? Est-ce que vous anticipez des écueils vis-à-vis de la mise en place ? Déjà, je dois dire que je suis ravie et vraiment très fière, et c'est le mot de BPI en ce moment avec notre événement Big, je suis très fière que rapidement, dès le premier mois,
finalement la mise en œuvre, le fonds est opérationnel depuis le 1er septembre, nous ayons pu passer en comité des risques une décision de garantie sur un premier projet que nous avions commencé à travailler d'ailleurs avec les parties prenantes ce fin de printemps. Donc pour moi, c'est un succès interne parce que opérationnellement, ça a fonctionné avec tous nos outils informatiques. C'est important, il faut savoir que derrière, il y a du process. Et puis aussi en externe, puisqu'on a eu finalement une adhésion à ce produit, tant par le producteur que par l'acheteur. Donc voilà, donc c'est une réussite. On a pas mal de demandes aussi, d'autres dossiers, et qui prendront un temps probablement un peu plus long, parce que nous, on s'inscrit en accessoire, j'allais dire, d'un contrat PPA qui est négocié entre producteurs et acheteurs, et ça s'inscrit dans un long terme aussi de la construction des centrales. Alors, des écueils... j'allais dire, on peut en avoir dans les deux sens. L'écueil de ne pas avoir, du coup, le fonds consommé. On l'a structuré pour absorber 500 mégawatts de puissance installée, stimulée. C'est pour doubler le volume de CPP actuel, c'est ça ? Oui, c'est une idée d'aller continuer à désubventionner, répondre à une décarbonation de l'industrie, une politique RSE pour les acheteurs. Donc, on est vraiment dans cet axe-là. Et puis, je pense aussi permettre à des développeurs quand même d'élargir leur champ de contrat d'achat, d'être sur un schéma, je dirais, je pense qu'il est important pour les développeurs de s'inscrire dans un foisonnement de multi-contrats. Il va y avoir du tarif réglementé, de l'appel d'offres, il va y avoir de l'autoconsommation, il va y avoir des corporate PPA. En même temps qu'il va y avoir des technologies un peu nouvelles, le stockage va venir aussi réguler ça. Et je pense que c'est important pour les développeurs de s'inscrire dans cette multi-démarche, vraiment multi-acheteur. Et donc le fonds, il est là aussi pour ça, c'est-à-dire leur donner un accès facilité, régulé, qui a un coût pour l'acheteur, mais c'est un coût qui en pourcentage ne va pas peser extrêmement lourd par rapport au prix de l'électricité actuel. Donc, notre idée, c'était quand même de pouvoir banaliser de plus en plus ces corporate PPA, même si la négociation est une négociation supplémentaire par rapport au contrat administratif d'EDF actuel. Et voilà, ce foisonnement, il fait partie, et je pense que le fonds va vraiment aider à maintenir finalement des dettes long terme. Je disais tout à l'heure qu'en France, on a vraiment un savoir-faire du financement de projet, une bonne optimisation des coûts de la dette. Et si les producteurs veulent arriver à maintenir cette capacité à avoir du financement long terme, parce qu'il faut se rappeler que c'est principalement la dette qui finance les centrales, eh bien voilà, ce fonds va aider à ça, à maintenir un niveau de gearing, de DSCR, qui permettront aux producteurs de garder aussi des fonds propres pour le développement. Donc ça s'inscrit là-dedans. Donc l'écueil, ça pourrait être de pas y arriver. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand même, les appels d'offres retrouvent des prix compétitifs, très intéressants, qui servent les projets. Voilà. Mais je pense que les producteurs vont bien comprendre qu'ils ont un intérêt stratégique à diversifier, en fait. Et puis, l'autre écueil, ça serait d'aller trop vite, d'avoir un fonds qui se consomme un peu trop vite, là, ce serait une bonne nouvelle. Et du coup, je pense qu'on pourrait avoir peut-être un renforcement de ce fonds, et puis peut-être un élargissement. Donc moi, je vois que les deux écueils, finalement, ne m'inquiètent pas trop. C'est un produit très nouveau, on en parle beaucoup. Voilà, on va probablement mettre plus de temps pour signer les prochains parce qu'il y a un temps long d'exécution, mais je pense qu'il adhère vraiment aux besoins du marché en ce moment. D'accord. Et en termes d'écueil, vous me parlez aussi de la question des effets d'aubaine, et c'est justement un écueil que vous avez évité. Oui, la construction juridique a été finalement très technique. On s'est fait aider d'ailleurs par Linklaters et eCube. Je peux les citer parce qu'ils ont été très structurants tous les deux dans cette construction. Et on a effectivement, quand on indemnise à hauteur de 80% d'un prix du PPA, le producteur, quand même, est plutôt incité à aller trouver un nouvel acheteur. Donc ça, cette mécanique-là, on l'a prévue. Voilà. Et côté acheteur, quand on voit qu'on peut avoir une rupture de son PPA par le producteur au bout de 3 impayés, quelle que soit la mécanique consécutive ou pas, c'est aussi, je pense, une façon de rester dans ce contrat. Et je pense que les acheteurs ont absolument besoin de payer leur énergie pour leur production. Donc voilà, donc des deux parties, il n'y a pas d'effet d'aubaine, il me semble, à utiliser le fonds et il faut éviter que finalement le fonds soit là pour juste indemniser le risque marché. Je pense que les producteurs comprendront bien que l'intérêt de la création de ce fonds pour l'État, on développe les énergies renouvelables et on flèche vraiment cette énergie vers les industries
vers les acheteurs industriels. Et je ne l'ai pas dit, mais il y a quand même une limite, c'est qu'on a un volume minimum garanti qui doit être assuré, c'est 10 gigawattheures. Donc ce sont des centrales qui commencent à être importantes, mais je pense que c'est une façon aussi d'aborder le marché auprès d'acheteurs structurés et qui peuvent facilement intégrer cette énergie renouvelable dans leur contrat d'approvisionnement plus global. C'est intéressant parce que la mise en place de ce fonds pose vraiment des questions un peu prospectives sur à quoi va ressembler le marché des énergies renouvelables et à quoi est-ce qu'il devrait ressembler. Donc peut-être pour vous poser une question un peu... alors vous n'avez pas la boule de cristal, mais pour faire un peu des paris, pour faire un peu de prospective, quel serait pour vous, si vous deviez donner un grand défi du secteur de la transition énergétique dans les 10 prochaines années, qu'est-ce que ce serait ? Alors moi, ce qui me pose vraiment une question, et du coup, je n'ai pas de réponse, je la pose là à tous, c'est aujourd'hui, on est dans un marché très centralisé, une infrastructure nucléaire, du réseau. Et on vient, avec les énergies renouvelables, finalement déstructurer, avec l'autoconsommation, les corporate PPA, on vient finalement décentraliser ça. Et ça se multiplie, voilà. Et plus on va avoir notamment de solaire, plus on va avoir une cloche, on appelle ça une cloche de production solaire, à un moment, midi 14h, là ça dépendra un peu des mois, à un moment où la consommation n'est pas forcément là, et notamment le week-end. Et donc ça peut donner une mauvaise image finalement du solaire, où on a un prix qui est dégradé à ces moments-là, alors même que finalement, il faut offrir un prix qui rembourse les capex. Et donc, je me demande comment on va réussir là, dans les prochaines années, et moi, parce que c'est très urgent, à faire s'intégrer, se marier entre eux, cette centralisation, hyper-centralisation et cette nouvelle décentralisation. Et ça va passer pour moi par du pilotage, par de la flexibilité, par du stockage, pour relisser en fait toute cette énergie, puisqu'on est dans une électrification des usages. Il va falloir relisser toute cette production-là. Et je pense que du coup, le numérique, les données, la data, la flexibilité, tous les outils de pilotage vont avoir un rôle à jouer pour mettre la valeur finalement, garder la valeur de ces actifs, à la fois dans le corporel, dans ces actifs-là, physiquement, et aussi dans ces données et dans ce pilotage. Donc peut-être une toute dernière question à vous poser, on va vous faire travailler pour nous un peu. Je voulais vous demander, qui est-ce qu'on devrait inviter pour la suite de ce podcast ? Alors il faut que je dénonce quelqu'un. Vous avez été nominé. Je pense qu'il y a un acteur qui est très intéressant parce qu'il a une vision internationale, française, du marché de l'éolien et du solaire. Nicolas Wolf de Boralex. Nicolas, pardon de te dénoncer. Je pense qu'il a une vue très intéressante sur ce marché. Donc voilà, c'est une première proposition. On se le note. Peut-être aussi, si je peux donner 2 propositions. Oui. Et une vision très différente. On a quelques annonces sur le marché de propriétaires de fonciers, je ne vais pas les nommer, mais qui ont une intention finalement d'internaliser la solarisation de leur parc. Et ça m'intéresserait aussi d'avoir leur vision. Comment ils vont s'organiser pour finalement industrialiser à leurs mains, peut-être à leurs mains, cette solarisation et comment les producteurs des énergies renouvelables vont vivre ça. Donc voilà, des grands acteurs fonciers, je pense que vous voyez tout à fait lesquels vous pouvez prendre, seront des personnes intéressantes à écouter prochainement. D'accord, alors on se note ce nom-là. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette discussion. Et merci aux auditeurs qui nous ont suivis et qui nous suivront sur les réseaux sociaux et sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de podcast. Merci Malena.